tellement lointain, tant les choses ont évolué depuis. L'année charnière, c'est 1983 et la création de la Fédération des Français à l'étranger. Car la volonté, l'envie de gagner et la conviction et le vote des communautés françaises dans le monde avait fait leur œuvre. Le souci aussi de porter loin, au cœur du projet socialiste, la solidarité internationale et le fédéralisme européen qui sont notre marque dans les sections hors de France. Cette histoire, notre histoire commune, mouvementée, aussi attachante, jamais ennuyeuse. En tous les cas, Julie Trassard la raconte merveilleusement dans ce petit livret que nous avons édité spécialement pour la fête des 25 ans, que recevront tous les adhérents de la fédération, ainsi que les premiers secrétaires des fédérations en France. Je vous invite à lire ce document, plus encore à le conserver. Merci en tout cas à Julie de nous donner ainsi le plaisir de revivre ces années communes. Il y a tant de camarades qu'il faudrait saluer et dont le nom se rattache à ces premiers moments. Je ne peux pas tous les citer ici et j'espère qu'ils m'en excuseront. Marie-Christine Aubry, qui nous parlera des premiers pas de la fédération, rappellera sans doute quelques noms. Jean-Pierre Bell aussi, qui fut l'un des fondateurs de la FFE et qui nous en remémorera la création. À distance, parce qu'ils ne peuvent pas être avec nous ce soir, je veux dire en particulier notre plus sincère reconnaissance à Jean-Pierre Bonnet, qui a été le premier secrétaire fédéral de la Fédération des Français à l'étranger, ainsi qu'à Marie-Françoise Wilkinson, qui lui a succédé en 1990. Je veux aussi saluer Richard Young, qui fut longtemps notre premier secrétaire fédéral, avant son élection au Sénat, et bien sûr Monique Cerisier-Benguiga, et s'il arrive un peu plus tard, notre ami Guy Pen. Je crois que jamais on dira suffisamment combien c'est une chance pour la France de disposer de communautés françaises nombreuses et actives à l'étranger. Et François, je voudrais que le Parti socialiste l'affirme et l'assume pleinement, sans recul, sans bémol, loin des clichés trop faciles qui malheureusement ont parfois encore cours. Nous sommes profondément, passionnément des socialistes, profondément, passionnément français, européens, internationalistes. Notre place militante est au cœur du débat politique, non pas à sa marge. Nous voulons être acteurs de ce débat, car les élections se gagnent aussi à l'étranger. En 2012, chers amis, la liste électorale y comptera plus d'1 million d'inscrits et se rangera parmi les premiers 10 départements français, sans doute même pas très loin des 5 premiers départements. C'est tout l'enjeu. Là où le 10 mai 1980, François Mitterrand obtenait 31% des voix dans les centres de vote à l'étranger, le 5 mai 2007, Ségolène Royal en gagnait 46%. Voilà ce qu'un investissement militant, construit sur la durée, au contact direct de nos compatriotes, par nos sections, par le relais merveilleux de Français du Monde à l'EFE, a permis et permettra. La France, vue de l'étranger, se plaît à regarder le monde entre crainte et nostalgie. Cela aussi doit évoluer. Plus que d'autres, sans doute, la mondialisation, nous la connaissons, parce que nous la vivons au quotidien, là où nous sommes installés, avec nos familles. Elle a ses écueils, certes, mais elle a aussi tout son potentiel. Le projet européen dans l'Union, mais aussi en dehors de l'Union européenne, reste dans ce cadre plus que jamais la plus belle des réponses. Un projet de paix, un projet de solidarité, un projet de progrès. Un projet qui commande l'émergence d'une citoyenneté européenne pleinement vécue et agissante. C'est parce que l'Europe est si présente dans notre engagement que j'ai souhaité ce soir que l'un des partis frères du Parti socialiste européen puisse prendre la parole. Nous avons tant à apprendre d'eux, tant aussi à travailler avec eux. Je suis heureux que Costa Katsonis, représentant de la section du PASOK à Paris, puisse en leur nom s'adresser à nous. Il sera suivi par notre ami Axel Lemaire, nouvelle adhérente, nouvelle secrétaire aussi de la section de Londres, qui livrera librement ses projets, ses espoirs de militants socialistes à l'étranger pour les prochaines années. Car il faut poursuivre le chemin entamé il y a 25 ans. J'ai la conviction, après presque 20 ans de Fédération des Français à l'étranger, qu'à l'image d'autres terres de mission politique,
et je regarde notamment Marie-Lise, toute finistérienne comme moi, qu'il y a capacité à gagner là où il y a 20-30 ans, la gauche, les socialistes étaient petits, faibles et peu représentés. Je crois sincèrement que les communautés françaises, dans un futur pas si lointain, ça peut commencer en 2012, certainement en 2017, seront majoritairement à gauche. Et il n'en tient qu'à nous. Voilà, chers camarades, ce que peut être le projet de la Fédération, sa feuille de route pour les années à venir. Enfin, François, il te reviendra de conclure, comme tu le fais si bien, ce moment d'échange, de souvenirs et aussi de prospective, et viendra alors, pour quelques heures, ici dans la cour Bérégovoy, le temps de la fête. Chers amis et chers camarades, je ne veux pas achever ces quelques propos sans avoir aussi une pensée amicale pour Manon Mandoloni, membre du bureau fédéral, qui a beaucoup œuvré pour l'organisation de cette soirée et qui, malheureusement souffrante, ne peut pas être avec nous ce soir. Merci aussi à Daniel Seignaud pour son soutien indéfectible et fidèle. Je vais céder la parole à Marie-Christine Aubry qui va nous raconter les premières années de la Fédération. Et je veux dire que nous devons vivre en ce moment, ensemble, ces instants de fraternité militante et souhaiter tous ensemble, plus que jamais, une longue vie à notre fédération, la Fédération des Français à l'étranger. Moi, je suis très impressionnée de parler dans la cour Bérégovoy et je suis un peu émue aussi d'évoquer ces souvenirs. Voilà, Pierre-Yves m'a demandé en 5 minutes de tout dire sur les débuts de la fédération. Et en fait, l'histoire a débuté officiellement en 83, mais moi je vais vous parler un peu plutôt des temps préhistoriques, c'est-à-dire de ce qui s'est passé un petit peu avant. De tout temps, il y a eu, Pierre-Yves l'a rappelé, des socialistes à l'étranger, ultra-minoritaires, sans structure, ils n'étaient pas regroupés, sauf dans des rares pays comme le Sénégal où il y avait des groupes informels. Le plus souvent, c'était des gens qui se rencontraient, des individus qui devenaient amis, qui se connaissaient et qui se retrouvaient un peu par les hasards des postes. C'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne, et ça s'est passé à Djibouti en 78, où je suis arrivée avec mon mari, Yves, qui est là, et donc nous étions dans un fort contingent de nouveaux coopérants, enseignants, syndiqués à gauche, tous des gens qui arrivaient avec beaucoup d'idées généreuses, juste après l'indépendance de cet ancien territoire colonisé. Donc le temps de se connaître, de se reconnaître, et les années 80-81 arrivent. Bien entendu, on se tenait au courant, on avait grand espoir, on s'apprêtait tous à voter à gauche, et puis, mais sans plus, disons, on était très loin. Et il s'est passé quelque chose qui a été une sorte de déclic, c'est la tournée dans l'Est africain de Claude Chesson, qui sera plus tard ministre de François Mitterrand. Et l'un d'entre nous, je ne sais par quel hasard, il s'appelait Gabriel Courcelles, a pu le rencontrer, et c'est ainsi qu'on a su, vers le mois de, je ne sais plus très bien, je crois que c'était décembre 80, janvier 81, on a su que 2 délégués aux Français de l'étranger venaient d'être désignés au Parti Socialiste, donc on s'est dit voilà, on s'intéresse à nous, c'est bien. Et puis on a su qu'une association venait de se fonder, la DFE. On a reçu, qui avait donc pour but de regrouper tous les progressistes à l'étranger. On a reçu ce premier numéro de Français du Monde, et puis on peut dire d'un jour à l'autre, en quelques jours, en tout cas ça s'est passé comme ça à Djibouti, mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où ça s'est passé ainsi. On a créé 2 sections parallèles, ADFE, PS. On était une quinzaine, à peine, 10 à 15. Et donc, le bureau de l'un, c'était les adhérents de l'autre, et vice-versa. Et voilà, c'était quand même utile parce que ça nous a permis de figurer, aux grandes dames des autorités françaises, il faut bien le dire, figurer aux élections. Les bureaux de vote ont donc été tenus, et un délégué était même nommé, un délégué du candidat, enfin, ça s'organisait petit à petit. Bon, après la victoire, on n'est pas resté là, bien sûr.
notre vie, on peut le dire, a changé. Elle est devenue très intense et très enthousiasmante, enfin. Les réunions, beaucoup de réunions, beaucoup de projets, beaucoup de discussions, quelques fâcheries aussi locales, mais oui, ça doit exister un peu partout, pas seulement. Ça doit exister un peu partout. Enfin bref, ce qui nous intéressait, nous avions 2 sujets et nous produisions beaucoup de textes. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous arrivés à destination, mais enfin, pour nous, c'était déjà important de mettre au clair nos idées. 2 sujets pour nous. La situation réelle des Français à l'étranger et la politique africaine de la France. Voilà, donc le temps s'est ainsi passé jusqu'au moment où la fédération, donc en 83, s'est constituée, et tout ça a suivi, d'autres le raconteront mieux que moi. Juste un mot pour dire que cette vie intense et passionnante, elle n'est pas sans difficulté tout de même. La principale était d'exister, du moins à Djibouti, et je pense que c'était la même chose pour tous les pays du Sud. Peut-être les choses étaient-elles un peu différentes en Europe, mais pour nous, en Afrique, à la fois dans les premiers temps, les autorités françaises ne nous ont pas facilité les choses, et ne parlons pas des autorités locales qui nous ignoraient totalement quand elles ne nous intimidaient pas de mille manières. Or, c'était très important d'exister parce qu'on ne voulait pas seulement se réunir comme ça, clandestinement, l'un chez l'autre. Il fallait recruter, il fallait mener campagne, donc c'était une difficulté considérable. Et l'autre difficulté, c'était d'établir des liens avec Paris. Parce que je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, ni Internet, ni fax, téléphone sur écoute, le courrier peu sûr. On partait, enfin, chaque fois que quelqu'un partait en France pour une raison ou une autre, il y avait 1 ou 2 avions par semaine, je ne sais plus très bien. Chaque fois que quelqu'un partait en France pour des raisons extra-professionnelles, eh bien, il fallait, on donnait des documents parce qu'on ne pouvait pas les confier à la poste, enfin, les avions étaient rares, tout ça. Voilà. Mais, et je conclurai là-dessus, quelque chose commençait, quelque chose s'ouvrait, on allait de l'avant, on était plein d'enthousiasme, plein d'espoir. Voilà, je dis ça sans aucune nostalgie, hein, c'était la réalité du terrain, pour nous du moins. Alors aujourd'hui, je ne suis plus, je viens vous raconter ça, je ne suis plus à la Fédération des Français de l'étranger, mais enfin je connais encore beaucoup d'entre vous. Je suis rentrée en France depuis un certain nombre d'années et je suis dans la belle section du 11e, section Léon Blum, qui est une des plus grosses sections de France. On nous dit qu'il y a 1600, 1700, 1800 adhérents. Bon, les fédérations, dans la Fédération des Français de l'étranger, personnellement, j'en ai connu jusqu'à 15, 20 peut-être, il me semble, à un certain moment au Sénégal. On était très contents quand on était 20. Voilà. Bien, chers amis, d'abord, merci de m'avoir invité pour cette célébration, commémoration des 25 ans de la Fédération. Et moi, comme Marie-Christine, je vais vous parler de la préhistoire, parce que, en fait, l'aventure a commencé quelques années auparavant. En 83, c'était déjà un aboutissement, un achèvement. Mais rassurez-vous, je ne vais pas remonter jusqu'au début du XXe siècle, non, simplement quelques touches historiques comme ça. Dès 1975, 76, il y a eu des tentatives de regrouper, en Europe notamment, quelques sections qui existaient depuis très longtemps, des anciennes sections de la SFIO, qui étaient devenues des sections du nouveau Parti Socialiste d'abord, puis du Parti Socialiste. Alors une grosse section à Bruxelles, section assez importante à Luxembourg, et puis une grosse section à Baden-Baden, parce que c'était là qu'il y avait le commandement des troupes de stationnement français en Allemagne, avec des tas de services civils qui étaient à la suite de ces forces françaises en Allemagne. Des enseignants, bien sûr, des services sécurité sociale, etc. Donc il y a eu des premiers contacts établis à partir de 75-76
entre les trois responsables de ces grosses sections, Maurice Guérin à Bruxelles, Jean Lalleur à Luxembourg et moi-même qui étais secrétaire de la section de Baden. Et nous avions même réussi à mettre en place une sous-fédération Europe qui allait préfigurer quelques années plus tard cette grande fédération qui est devenue la Fédération des Français à l'étranger. Et puis il y avait surtout de nombreux isolés, beaucoup de camarades qui quittaient la France, qui évoquaient des coopérants, des fonctionnaires, etc., et qui restaient fidèles au Parti socialiste, mais qui étaient isolés dans leur pays. Et là, à partir de 1977, il y a eu Dakar aussi en Afrique, que Marie-Christine a signalé, où il y avait un groupe organisé. 1977, c'est le congrès de Nantes. Alors, ces responsables de section d'Allemagne, de Belgique, de Luxembourg et de Dakar contactent Roger Fajardi, à l'époque, qui s'occupait un peu de toutes les activités extérieures du parti, des relations avec les associations. Mais au congrès de Nantes, ça ne débouche pas. Pourquoi? Parce que subsistait une certaine méfiance, on va dire, de la direction du parti à l'époque, vis-à-vis de l'organisation formalisée d'une fédération dont on voyait rarement quand même les différents responsables de section, et le besoin n'était pas encore ressenti comme par la suite. Bon, la clé, moi, je ne la mets pas en 83. La clé, je la mets en 78. Pourquoi 78? Parce que cette année-là intervient ce qu'on a appelé à l'époque le racket électoral de la droite. C'est-à-dire que pour des élections législatives qui s'annonçaient très serrées, et effectivement elles l'ont été, c'était l'époque, vous savez, où le Parti communiste avait pris quelques libertés dans la perspective de l'union de la gauche, etc. Mais le PS avait tenu bon. Et la droite, pour se prémunir contre une mise en minorité à l'Assemblée nationale, avait mis en place un système parfaitement efficace et cohérent de saupoudrage d'un certain nombre de votes de Français à l'étranger sur des circonscriptions métropolitaines particulièrement menacées. Et à partir de ce moment-là, il y a une prise de conscience au niveau de la direction du parti et de son premier secrétaire, François Mitterrand en particulier, en se disant, nom d'un chien, ces Français de l'étranger, c'est maintenant un enjeu politique et un enjeu électoral à l'évidence. Voilà, donc prise de conscience sérieuse de la nécessité pour le Parti socialiste, qui était quand même en plein développement à l'époque. Vous savez, on déplaçait une boîte comme ça, on disait à qui ça profite. Dans les sondages, on répondait que ça profite au Parti socialiste. Hein. C'était une phase d'essor extrêmement importante. Mais il y avait toujours la difficulté à imaginer une structure qui allait permettre de regrouper toutes ces sections et tous ces isolés. Mais néanmoins, l'intérêt du parti se manifeste par la création d'un poste de délégué national aux Français de l'étranger, et ce fut à l'époque Monique Vignal, qui travaillait avec Claude Chesson, qui avait été désigné par Pierre Mauroy comme délégué national. Et puis il y avait déjà une petite équipe au siège du parti, mais à l'époque c'était par rue de Solferino, donc c'était encore la place du Palais Bourbon. Vous voyez, je suis vraiment à la préhistoire, vous voyez, juste en face l'Assemblée. Et la petite équipe au siège, c'était qui? C'était Gilles Carasso, que je revois avec plaisir en ce lieu. Gilles, que beaucoup d'entre vous connaissent, Elisabeth Mitterrand, et puis moi j'avais la possibilité de venir, bien qu'habitant en Allemagne, j'avais la possibilité d'être très souvent à Paris. Et je crois qu'en 1978, c'est la première réunion des socialistes français à l'étranger à cette période, à la fin du mois d'août. 1979, le congrès de Metz, avec ses déchirements et la victoire d'une ligne politique qui a, selon moi, abouti à la victoire de 81, pardon, c'était ma concession à la réalité douloureuse de l'époque. 2 délégués nationaux sont nommés par François Mitterrand, Guy Pen et moi-même. D'ailleurs, je me suis en l'absence de Guy, puisqu'il m'a téléphoné hier pour me dire qu'il était retenu à Sainte-Cécile-les-Vignes
pour le banc des vendanges, qui est une manifestation extrêmement importante dans ce bel endroit du Vaucluse. Voilà, donc Guy et moi, nommés délégués nationaux, et à partir de là, on franchit encore une étape, c'est-à-dire qu'on s'exprime publiquement. Avec Guy, nous avions signé un article dans Le Monde qui avait fait quelques bruits à l'époque, puisqu'on l'avait intitulé « Les Français à l'étranger doivent être des Français à part entière ». La formule a eu un peu de succès par la suite, où on expliquait que si Idi Amin Dada avait connu le mode d'élection des sénateurs des Français à l'étranger, il s'en serait emparé pour construire une démocratie à la française. Vous voyez la tonalité. Mais à l'époque, c'est vrai qu'en dehors de nous, qui pouvions nous exprimer à Paris, la plupart des camarades vivaient quasiment dans la clandestinité. Marie-Christine l'a rappelé, cette intrusion, sans guillemets, cette intrusion d'un parti de gauche chez les Français de l'étranger, domaine réservé de la droite, à l'évidence, ça a décoiffé. Bon. À l'époque, c'est vrai qu'aux européennes de 79, le PS, c'était 17%. Vous voyez le chemin parcouru. Alors, 1980, j'essaie d'aller vite quand même, je me dis si je suis vraiment trop. 1980, c'est le programme présidentiel, avec point 48 des 110 propositions de François Mitterrand, la représentation parlementaire des Français de l'étranger comprenant des sénateurs, mais aussi des députés, sera assurée selon des procédures qui en garantiront le caractère démocratique. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure, je finis dessus. 1980 aussi dans le programme présidentiel, qu'est-ce qu'on trouve? La gratuité de l'enseignement pour les Français à l'étranger. Bon, c'était pas très original parce que Giscard l'avait déjà promis en 1974. Et Sarkozy, lui, le fait. Ah. Mais à quel prix? Bon, début 81, le congrès d'investiture de François Mitterrand à Créteil. J'étais moi-même intervenu. Il y en a un peu qui étaient là à cette époque. Moi, j'étais intervenu pour la première fois au nom des Français de l'étranger dans ce congrès pour expliquer tout ce qu'on attendait d'un futur président socialiste au bénéfice des Français à l'étranger. Et puis on avait sorti un petit bouquin qui s'appelait « L'EPS et les Français à l'étranger », tirage en France épuisé, et il m'en reste encore un exemplaire, avec une préface de Lionel Jospin, qui était à l'époque, juste avant le congrès de Créteil, qui était encore secrétaire national aux affaires internationales. Donc 81, la victoire de François Mitterrand. 81, c'est aussi le congrès de Valence. Guy Pen est à l'Élysée en tant que conseiller Afrique du président. Et c'est Elisabeth et moi-même qui sommes nommés délégués nationaux. 81, c'est aussi notre première initiative très concrète en faveur des Français à l'étranger. C'est l'augmentation assez considérable des crédits de bourse, puisque nous avons été à l'époque entendus par le Premier ministre Pierre Mauroy, à qui nous expliquions toutes les vertus de la gratuité pour les Français à l'étranger, mais le choix s'était porté dans nos esprits. Je vais. Vous savez, c'est le risque, hein, parce que même les anciens parlementaires aiment toujours parler, c'est terrible. Donc on avait prévu de proposer à Pierre Mauroy de faire que les salaires des enseignants soient pris en charge par le ministère de l'Éducation nationale, et on nous avait expliqué que ce n'était pas possible que les enfants étrangers en profitent autant que les enfants français, donc la seule solution c'était les bourses, et c'était pas idiot. 82, la réforme du Conseil supérieur des Français à l'étranger, première réflexion sur la création d'un office de l'enseignement français à l'étranger avec nos amis de la Fédération de l'Éducation nationale. 83, c'est la réforme concernant l'élection sénatoriale qui a donné les fruits que l'on sait. Voilà, pour résumer, jusqu'en 81, c'était une terre de mission. Hein, vraiment, si un terme est juste, c'est bien celui-là. La droite était en terrain conquis, je vous l'ai dit. Après 81, beaucoup de sections se créent. C'est la naissance de la Fédération 83, c'est la première élection sénatoriale dans la foulée. La cohabitation des instances fédérales, tout nouvellement élues, et de ces délégués nationaux, qui étaient quand même l'émanation de la direction du parti. Hein, et
le pouvoir des délégués nationaux va décroître à due concurrence de la montée en puissance des instances fédérales, bien évidemment, mais il n'y a jamais eu beaucoup de conflits. J'en garde juste en mémoire quand les instances fédérales ont considéré, je crois que c'était après le congrès de Rennes, que décidément les délégués nationaux n'avaient pas forcément leur place au sein des instances fédérales. Mais je veux dire, globalement, ça s'est relativement bien passé. Alors, juste avant de conclure, sur les députés des Français à l'étranger, on a eu l'occasion de donner satisfaction, on aurait eu l'occasion de donner satisfaction à l'engagement du président de la République, puisqu'en 1986, le mode de scrutin a été revu en prévision des élections, avec l'instauration de la proportionnelle. Je crois me souvenir d'ailleurs qu'un éminent leader du parti et d'un courant avait à l'époque démissionné du gouvernement de ce fait. Enfin, c'est au moins ce qu'il avait argué pour démissionner. Bon, pourquoi ça ne s'est pas fait? Ça ne s'est pas fait, j'allais dire, presque pour les mêmes raisons qu'on peut supputer aujourd'hui dans le déroulement, l'analyse politique, à savoir que l'élection de 88 a été quand même relativement serrée. Et que s'il y avait eu des députés français à l'étranger, à l'époque, ils auraient tous été de droite, quasiment. Et la droite, en matière de découpage électoral, elle sait faire. Bon, donc je ne dirais pas que l'histoire se reproduit, mais en matière de découpage électoral, moi j'ai un souvenir très précis, c'était en 1988, après que François Mitterrand ait remporté l'élection présidentielle et après que nous ayons ric-rac gagné les élections législatives, il a fallu se livrer à un redécoupage des circonscriptions du Conseil supérieur des Français à l'étranger. Parce qu'entre-temps, en 86-88, Chirac et sa bande, avec Bariani et tout ça, avaient, eux, aucun scrupule, et ils nous avaient collé une loi électorale qui condamnait pratiquement la gauche à n'avoir jamais de sénateur. 88, on est au gouvernement. On est à l'Élysée, on est au gouvernement, et malgré ça, je veux dire, il a fallu rechercher un compromis avec les sénateurs de droite, parce qu'il y avait besoin du vote du Sénat pour faire passer dans la loi ce découpage électoral. Bon. J'espère que cette fois-ci, bien que les conditions soient moins favorables, puisque nous ne sommes ni à l'Élysée, ni à Matignon, et que nous n'avons pas la majorité à l'Assemblée nationale, j'espère que nous pourrons limiter les dégâts. Voilà, bon, j'ai vraiment été trop long, je vous prie de m'en excuser. Vraiment, je suis confus. Non, je veux dire simplement que cette fédération est devenue quelque chose de très différent, que le préhistorien que je suis a beaucoup de mal à reconnaître, pour s'en féliciter, parce que vous avez tous fait un travail formidable depuis toutes ces années, et particulièrement depuis ces dernières années. Moi, je ne me désintéresse pas du tout de la vie de la Fédé, bien que éloigné par la force des choses, puisqu'en 92, quand j'ai quitté le Sénat, la Fédération m'a gentiment invité à militer ailleurs qu'à la Fédération des Français de l'étranger, ce qui fait que je me suis replié dans le Vaucluse à l'aimable invitation de Guy Pen. Donc si j'ai quitté la Fédé, c'était pas un choix de ma part à l'époque, c'était comme ça. Bon, c'était dans l'air du temps. Voilà, vous avez bien travaillé et vos résultats électoraux sont maintenant tout à fait à la hauteur du travail réalisé et je vous en félicite. Merci. Chers camarades, je suis vraiment heureux de pouvoir adresser la parole ce soir pour cette fête. Et premièrement parce que, comme vous avez entendu, je suis le responsable du PASOK pour la France. Et sur cette qualité, je suis très content de vous présenter les salutations de tous les camarades du PASOK, eux, ceux qui sont ici et ceux qui sont en Grèce et dans tout le monde. Et spécialement, bien sûr, pour la Grèce. N'ayez pas peur, je ne vais pas prendre exemple sur Démosthène, je serai très court. Et je veux seulement dire une deuxième chose, c'est que ma joie elle est encore plus grande parce que moi je fais partie de cette fédération, donc on fête aujourd'hui les 25 ans. Effectivement, il y a plus qu'un quart de siècle, j'étais à Vienne comme deuxième secrétaire de la section, de laquelle le premier secrétaire c'était le camarade Culin ici présent. Et donc, on a participé du début à cette fédération que je suis sûr qu'elle a donné beaucoup de choses, d'autant plus que